L'entreprise neutre en carbone, c'est un peu tarte à la crème, hein. Depuis 4-5 ans, on a vu, tout est neutre en carbone. On peut aller à New York, neutre en carbone, tout va bien. La décarbonation fait partie de l'économie circulaire, mais elle doit rentrer en fait dans quelque chose de plus global. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et surtout, tout ou presque se réutilise. Bienvenue dans Au cœur de la boucle, le podcast qui porte les voix de l'industrie circulaire. La neutralité carbone existe-t-elle réellement ? Certains grands industriels promettent une neutralité carbone ou une compensation immédiate. Mais pour décarboner sa chaîne industrielle, faut-il tout miser sur la réduction drastique de ses émissions de gaz à effet de serre ? Compenser ou ne pas compenser ? Et surtout, quel rapport peut-on établir entre décarbonation et économie circulaire ? Telles sont les questions que nous nous posons dans ce deuxième épisode. Pour y répondre, nous nous appuierons sur l'expertise d'Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, que vous avez déjà entendu dans notre premier épisode. Nous suivrons également le parcours de décarbonation de deux entreprises pionnières. Celui d'STI Group tout d'abord, un industriel allemand qui conçoit et fabrique des solutions marketing point de vente en conjuguant innovation et RSE, représenté par son directeur du développement commercial France, Arnaud Rive. Celui d'Interface enfin, pionnier et leader mondial du revêtement de sol pour les espaces professionnels et qui œuvre à devenir une entreprise régénératrice, représentée par Michael Cornoux, directeur marketing Europe du Nord et du Sud. Pour mieux comprendre l'importance de la décarbonation, rappelons tout d'abord la mécanique du réchauffement climatique. Tout commence par une action naturelle qui est indispensable à la vie sur Terre. Les gaz à effet de serre ont le mérite de retenir le rayonnement à infrarouge émis par le sol et de conserver ainsi un certain niveau de chaleur. Mais lorsqu'ils sont émis en trop grande quantité, par la combustion d'énergie fossile par exemple, leur réchauffement devient destructeur. À l'échelle des entreprises, tout part de l'empreinte carbone, qui est la somme de tous les gaz à effet de serre générés par l'activité. La neutralité carbone, quant à elle, est le fait de réduire cette empreinte à zéro. Actuellement, il existe deux moyens d'y parvenir. Soit en trouvant des solutions pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, soit en compensant ces émissions. En la matière en France, l'ADEME est une structure ressource, comme nous l'explique Michael Cornoux. Quand on parle de décarbonation aujourd'hui en France, on a vraiment le point important de l'avis de l'ADEME, l'avis de l'ADEME qui a montré que c'était impossible d'être neutre en carbone, que c'est dans un esprit collaboratif et que une entité, une organisation, une entreprise ne peut pas être neutre en carbone. Je suis pour cet avis parce que ça permet d'éviter une course à la compensation et une course à la neutralité carbone. Depuis 4-5 ans, on a vu, tout est neutre en carbone. On peut aller à New York, neutre en carbone, tout va bien. Nous, on s'est rendu compte, après notre historique, que depuis 4-5 ans, tout le monde se voulait neutre en carbone. Mais personne ne contrôle, est-ce que c'est neutre en carbone parce que c'est 100% compensation ? La compensation, qu'est-ce que c'est concrètement ? Cela consiste à contrebalancer les émissions de carbone d'une entreprise en investissant dans des projets externes de réduction des émissions ou de séquestration de gaz à effet de serre. Cette contribution carbone, sous forme financière, permet d'obtenir des crédits exprimés en tonnes de CO2 qui compensent les émissions dont l'entreprise est à l'origine. Une première idée reçue est à déconstruire. Si la compensation permet d'atteindre la neutralité carbone sur le papier, elle ne signifie pas forcément que l'on émet moins de carbone. Emmanuelle Ledoux, directrice de l'Institut national de l'économie circulaire, attire notre attention sur ce point crucial. L'entreprise neutre en carbone, c'est un peu tarte à la crème, hein. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a, en fonction de comment on définit, si on compense, on paye beaucoup pour compenser. Est-ce qu'on est neutre en carbone ? Est-ce que c'est au niveau des process industriels ? Car la question de la neutralité carbone est avant tout planétaire, et même circulaire. Il faut s'assurer que la Terre ait assez de ressources pour absorber les gaz à effet de serre issus des activités humaines afin de maintenir l'équilibre nécessaire à la vie. Or, entre 1970 et 2004, selon le GIEC, les gaz à effet de serre anthropiques ont augmenté de 70%. À l'écoute de ce chiffre, on comprend à quel point il est essentiel pour les industries de décarboner sans appuyer toute leur stratégie sur la compensation. Et pour cela,
Emmanuel Ledoux souligne que le lien entre décarbonation et économie circulaire est évident. Il faut vraiment avancer sur décarboner au maximum pour tout et partout où c'est possible et le faire de façon intelligente. C'est pour ça que nous, le lien évidemment entre décarbonation et économie circulaire, il nous apparaît central. Central, en grande partie parce que la question de la neutralité carbone est indissociable des ressources planétaires. En effet, pour moins consommer d'énergie fossile, il est nécessaire de se tourner vers les énergies renouvelables. Le lien entre décarbonation et économie circulaire, malheureusement, il paraît à la fois évident, il n'est pas tant fait que ça. Alors nous, la première fois où on a été amené à s'intéresser à cette question, c'était à la lecture d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie il y a maintenant 2 ans, qui indiquait que évidemment il fallait être vers une transition en direction des énergies renouvelables, mais que ça allait nécessiter beaucoup de ressources pour être en capacité de le faire, donc énergie renouvelable, électrification, etc. Enfin, on connaît tout ça. Beaucoup de ressources et qu'il y avait quelques inquiétudes sur la disponibilité de ces ressources pour être en capacité d'aller au bout de ce qu'on souhaite faire en matière de l'énergie. Réduire son empreinte carbone, oui, mais sans épuiser d'autres ressources naturelles. Et à l'heure actuelle, les pouvoirs publics n'ont pas encore trouvé le bon levier d'action pour pouvoir pleinement répondre à cette problématique, comme le souligne notre experte. En l'état, la stratégie nationale bas carbone n'intègre pas de questions de besoin de ressources nécessaires pour y arriver. Et là, c'est pour ça qu'on appelle vraiment de nos voeux déjà qu'on remarche un peu sur les 2 jambes de la transition écologique, la jambe de la décarbonation et la jambe des ressources, pour être en capacité d'avoir des stratégies qui soient réelles, qui soient pérennes et qui soient réalisables. Et en l'état, c'est pas complètement le cas. C'est pas les acteurs privés, la somme de leurs actions qui vont pouvoir créer la politique de décarbonation de la France ou même la politique d'économie circulaire. On voit bien que là, c'est des sujets où il y a besoin d'une direction, d'une planification. C'est des sujets qui sont régaliens. Comment faire pour envisager sa décarbonation sous l'axe de l'économie circulaire ? Tout d'abord, prendre en compte les enjeux de ressources, mais pas n'importe lesquels. Celles consommées par les dépenses énergétiques liées aux activités des usines. Mais derrière ces problématiques de ressources, les industriels se posent la question. Doit-on atteindre la neutralité carbone en réduisant drastiquement toutes les émissions de CO2 ou plutôt chercher comment aider la Terre à absorber davantage de gaz à effet de serre ? Dès lors, quels axes choisir pour bâtir sa stratégie de neutralité et avancer sur le sujet de la décarbonation pour éviter le fameux greenwashing ? Emmanuel Ledoux nous soumet une piste. Je pense que ce qui est vraiment intéressant en matière de décarbonation, au fond, c'est la trajectoire. Donc, voilà, comment on décarbone, d'où on part et où on va. Et au fond, moi, je trouve que c'est très intéressant, et c'est les accords de Paris, de traiter la question de la décarbonation à l'échelle d'un État, à l'échelle d'un grand territoire. Au niveau d'une entreprise, ça n'a pas forcément toujours beaucoup de sens. Donc, ce qui compte, c'est, enfin, en tout cas, d'être sur une logique de net zéro. Pas forcément de sens ? Cela voudrait-il dire qu'il n'est pas prioritaire pour les entreprises de décarboner ? S'il est crucial que les États fournissent les grandes orientations des stratégies de décarbonation, Emmanuel Ledoux souligne qu'il l'est tout autant pour les entreprises de se saisir de la question. Franchement, là, je serais bien en peine de trouver une entreprise qui désormais dit écoutez, moi, la décarbonation, c'est pas mon problème, le changement climatique, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, pour tout un tas de raisons, les très très bonnes et sans doute les tout aussi bonnes, mais peut-être moins engagées, on va dire. Alors, un des risques maintenant, c'est l'investissement, avec la taxonomie européenne qui flèche les investissements vers des activités vertes. Les entreprises qui sont sur des trajectoires pas très soutenues, on va dire, comme une méthode de décarbonation, vont avoir plus de mal à trouver des investisseurs. Ils vont aussi avoir moins accès aux prêts. Donc déjà, de toute façon, il y a cette ambition, cette obligation d'être sur cette logique de transformation pour réussir à continuer à se financer, j'allais dire, normalement. Ne pas décarboner, c'est donc prendre le risque de se fermer des fenêtres d'investissement. C'est aussi risquer de s'éloigner de ses clients.
Après, bon, il y a un risque par rapport aussi aux consommateurs, qui est de plus en plus sensibilisé sur ces questions. Et à côté de ça, il y a aussi maintenant tout un tas d'obligations qui sont liées à la fois la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi climat et résilience, qui engagent les entreprises dans ce type de transformation. Si l'on résume, à quel problème s'expose une entreprise si elle ne construit pas de stratégie solide de décarbonation ? Donc, un problème avec ces consommateurs, un problème aussi quand elle est sous-traitant avec ses donneurs d'ordre, un problème avec les investisseurs, un problème avec le législateur et une difficulté d'accès à la commande publique, ça commence à faire beaucoup quand même, sans compter l'investissement. Donc, rationnellement, on va dire, il y a quand même intérêt à s'engager sur cette voie et de façon assez déterminée. Si, comme Emmanuel Ledoux l'a exposé, les États ont un rôle crucial à jouer, les entreprises aussi ont la possibilité de s'engager individuellement sur le chemin de la décarbonation et d'obtenir des résultats probants. L'idéal à atteindre est le niveau net zéro, c'est-à-dire un équilibre parfait entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption. Mais alors, comment procéder ? Faisons le point avec 2 entreprises pionnières en la matière, STI Group et Interface. Vous le verrez, il existe autant de stratégies de décarbonation qu'il existe d'industries. Pour STI Group, les premiers accords mondiaux sur le changement climatique, au niveau des Nations Unies, adoptés et signés en 1992, ont constitué le point de départ de la réflexion, comme le précise Arnaud Rive. Donc STI a commencé à s'intéresser à la partie développement durable dans les années 90, à partir du moment où cette première charte des Nations Unies a eu lieu. Et dans les années 2000, en fait, tout a commencé dans les années 2000 chez nous, où en fait, on a été certifié FST dans les années 2000, où on va dire c'est la première action qu'on a mise en place d'un point de vue RSE, où en gros, tout le carton qu'on utilisait dans le cadre de nos productions était issu de forêts avec une gestion durable. C'est-à-dire une forêt dans laquelle, dès qu'on va venir arracher un arbre pour faire du carton, on va venir replanter un arbre. Pour vous donner une idée, depuis qu'on a mis en place ce système de compensation carbone, on a compensé près de 1000 tonnes de CO2 en tout, à l'échelle du groupe. 1000 tonnes de CO2, cela représente par exemple l'équivalent de 61 000 smartphones. À l'époque, cette démarche RSE n'est pas encore plébiscitée par les clients de l'entreprise. D'un point de vue plus global marché, STI a poussé le thème de la réduction de la compensation du CO2, mais le marché et les clients n'étaient pas très intéressés dans un premier temps. Ce n'était pas franchement demandé par les clients finaux. La conscience de la protection du climat et des produits respectueux du climat n'était pas encore vraiment là. Et c'est vraiment depuis 2018-2020 qu'on a vu un vrai changement s'opérer. Pourtant, l'entreprise n'en est pas restée là. Elle a poursuivi et diversifié ses efforts au fil des décennies. Car en matière de décarbonation, Arnaud Rive nous explique pourquoi il est crucial d'être patient. Alors on a mis plusieurs choses en place pour continuer la décarbonation de nos productions. Donc effectivement, au-delà de la certification FSC et des engagements avec Climate Partner sur la compensation carbone, on est remonté un petit peu en amont et en fait on travaille vraiment énormément sur tout ce qui est éco-conception. Donc en amont des projets clients, en amont des développements. En fait, dès la phase de développement, on va travailler sur comment rendre mon packaging ou ma PLV la plus éco-conçue possible, avec la plus faible empreinte carbone. Donc ça va passer par une conception intelligente dans laquelle, alors on va notamment nous essayer de travailler plutôt sur des solutions 100% carton, donc en monomatériaux, pour faciliter aussi la notion de recyclage et de la gestion de la fin de vie. On va éliminer de ce fait tout ce qui est éléments en plastique, notamment parfois dans des emballages, on a des inserts en plastique thermoformés ou dans des displays, on a besoin de clips en plastique, donc tout ça on les a éliminés. Ici, l'innovation se conjugue avec le minimalisme. C'est aussi cela l'économie circulaire. Car optimiser ses ressources, c'est améliorer la circularité à tous les niveaux, que ce soit sur le réemploi du produit ou sa consommation énergétique, tout au long de la chaîne logistique. On va travailler sur des matériaux plus légers, qui demandent moins de ressources et un plus faible volume logistique.
On a équipé la plupart de nos usines de technologies de pointe qui garantissent une efficacité énergétique maximale. On a automatisé au maximum nos sites de production pour avoir un temps de production plus économique en énergie. Donc on a moins d'arrêts de machines, on a des temps de production plus courts et plus économes en énergie. Et on a aussi travaillé sur toute l'optimisation de la chaîne logistique, notamment sur le chargement optimal des palettes et le fait d'utiliser des camions à pleine capacité. On a une notion notamment qu'on travaille beaucoup, c'est la notion de double stacking, où en fait on va venir gerber 2 palettes dans le camion, ce qui va nous permettre de mettre non pas 33 mais 66 palettes dans un camion. STI a également mis en place un système de scoring qui permet de mesurer le chemin parcouru et de valoriser sa démarche auprès de ses clients. Pour Arnaud Rive, c'est aussi un levier d'optimisation. Donc on a mis en place un Sustainability Scorecard qui nous permet vraiment de valider la performance énergétique de ce qu'on propose à nos clients à travers 6 critères que l'on va analyser. Donc on va prendre en compte l'empreinte carbone, la gestion de la fin de vie, la supply chain, le pourcentage de contenu recyclé, le matériau utilisé et la partie design éco-conception. Et en fait, on a vraiment mis en place ce scorecard avec un système de notation sur chacun de ces 6 critères qui, à la fin, va nous donner une notation globale pour savoir, en fait, si notre PLV ou notre packaging est vraiment éco-conçu avec une bonne performance énergétique ou s'il faut optimiser certains points. Sur le volet circulaire, Arnaud Rive nous rappelle aussi l'importance de la loi AGEC, omniprésente pour les emballages industriels. Du coup, dans le cadre de la loi AGEC, il y a plusieurs piliers sur lesquels on doit tous travailler. Il y en a un, c'est le fait de sortir du plastique jetable. Et c'est vraiment un sujet qui est cher à STI et à notre PDG. C'est la notion de plastique fiber, où on travaille vraiment de plus en plus sur le fait d'accompagner un industriel à quitter vraiment le plastique pour basculer sur un emballage en carton. Donc on le voit notamment aujourd'hui dans l'univers des chewing-gums, dans l'univers des lessives, dans l'univers phytosanitaire. Il y a vraiment, dans tous les domaines, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Où en fait, historiquement, on était habitué à faire des boîtes en plastique. Et en fait, aujourd'hui, on arrive par la technologie, notamment le vernis barrière, mais il n'y a pas que ça, il y en a aussi plein d'autres. On arrive en fait à compenser et à donner les mêmes fonctionnalités à l'emballage, mais en le faisant en carton. Innover en revenant au carton, mais aussi repousser les limites de la fin de vie des emballages, toujours dans l'optique de répondre aux enjeux de la loi AGEC. Voilà ce en quoi croient Arnaud Rive et ses collègues. On a mis en place chez STI un nouveau partenariat qui nous permet en fait d'aller récupérer partout en France en magasin des PLV ou des emballages. Et en fait derrière on va pouvoir gérer le réemploi, la réutilisation ou l'upcycling. Donc l'upcycling, c'est le fait en fait de récupérer par exemple une PLV en bois et on va récupérer tout le bois pour la transformer en jeu, en banc, en lui donner une seconde vie. Chez STI, la compensation se conjugue donc à l'innovation pour décarboner les packagings. Comment cela se passe-t-il chez Interface ? Du côté de l'inventeur de la dalle moquette, le virage a lui aussi été amorcé dans les années 90, comme le raconte Michael Cornoux. C'est en 1994 où notre fondateur Ray Anderson a pris un engagement qui consistait à ne plus avoir d'impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Donc c'est pour ça que ça a été assez puissant et assez ambitieux comme engagement. Et depuis plus de 30 ans maintenant, on a vraiment travaillé dans une démarche de réduction de notre empreinte carbone et de décarbonation via nos solutions, via nos produits, qui aujourd'hui ont une empreinte carbone nettement réduite par rapport à celle qu'elle était en 94, et et on propose même des produits à bilan carbone négatif. Tout a commencé par une feuille de route. Pour aller plus loin qu'un simple bilan carbone, l'entreprise a utilisé un outil crucial en économie circulaire, l'analyse du cycle de vie. En général, on ne sait pas par où commencer. Et c'est vrai que ça peut faire peur. L'essentiel, c'est de faire l'ACV, l'analyse de cycle de vie de son produit, de son service, de son activité, pour comprendre quels sont les enjeux et où est-ce qu'il va falloir commencer pour avoir les conséquences les plus rapides sur la réduction de notre empreinte. Typiquement, chez nous, on peut penser qu'en tant qu'industriel, le plus gros de notre impact, c'est nos usines. Or, c'est pas le cas.
75% de notre empreinte environnementale, ce sont les matières premières. Donc, quand on a fait l'ACV de notre produit, on s'est rendu compte que c'était les matières premières et toutes nos actions ont d'abord été dirigées sur les matières premières. L'ACV, c'est super important. Et c'est important pour avoir un guide et pour mettre en place notre feuille de route. Parce que si on ne connaît pas nos impacts, si on ne connaît pas les sources de notre empreinte, c'est impossible d'avoir ensuite des actions justifiées sur le bon élément de notre activité. Cette analyse leur a donc permis d'orienter toute leur stratégie, avec quelques prises de conscience en chemin, notamment au sujet de la fameuse neutralité carbone et sur la nécessité de compenser. Et on s'est rendu compte très vite que la réduction était possible, hein, la réduction radicale et ambitieuse était possible, mais le net zéro serait assez difficilement atteignable de par tous les intrants indirects. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir une neutralité sur toute la vie de nos produits, hein, de l'extraction des matières premières à la fin de vie, mais on a plein d'intrants. L'opérationnel, on n'est vraiment pas direct, mais on intègre ça dans l'empreinte carbone de notre produit, dans son cycle de vie, et on sait qu'il y aura toujours un impact. Donc la compensation, dès lors qu'elle vient en deuxième, troisième, voire dernière roue du carrosse, c'est OK, tant qu'elle est plus petite que le reste de la réduction. En revanche, on a été assez ambitieux sur la partie qu'on contrôle et qu'on maîtrise, hein, donc vraiment le cradle to gate, extraction des matières premières, fabrication et mise à disposition de nos clients. On est en mesure là de travailler sur des process innovants industriels qui nous permettent d'intégrer des produits biosourcés qui vont eux-mêmes avoir un bilan carbone négatif. Donc c'est là où on se dit, on va pouvoir sur cette partie cradle to gate réussir à finalement être net zéro. Après 30 ans d'efforts, l'entreprise vise l'empreinte carbone négative. Mickaël Cornoux nous propose une définition. Oui, alors un produit à bilan carbone négatif, ça va être un produit qui va émettre moins d'énergie, moins de CO2 que ce que l'ingrédient, on va dire, pour l'utiliser a séquestré dans sa première vie. S'agissant des dalles de moquette, la décarbonation s'effectue presque au gramme par gramme. On peut aller entre moins 0,30 et moins 0,80 kg de CO2 par mètre carré sur ça, donc c'est vraiment encore le début. Hein. Faut savoir que dans les années 90, une dalle de moquette, c'était 20 kg de CO2 par mètre carré. Aujourd'hui, on arrive à proposer des produits à 3 kg de CO2 par mètre carré à peu près. Donc, quand on arrive à moins 0,80, on a l'impression que c'est pas grand-chose. En fait, c'est énorme, hein, parce qu'au moins, on est négatif, mais on sait que ça va pouvoir largement réduire. Et si on pouvait être à du moins 3, ce serait super. Et c'est vraiment notre ambition à venir, puisque 2040, hein, l'ambition, c'est de devenir une entreprise régénératrice et donc avec un bilan carbone négatif. Dans tous les cas, le bilan carbone des produits d'interface permet d'alléger l'empreinte des bâtiments de ses clients à un niveau incorporé. Mickaël Cornoux nous donne un exemple. Et jusque-là, nos clients, quand on était sur un bâtiment, sur un bureau, quand on parlait d'émissions, on était toujours sur du carbone opérationnel. Quand on veut travailler sur une nouvelle construction, on va penser à l'énergie qui est utilisée principalement l'électricité d'ailleurs, lorsque les bureaux vont être en activité. Mais nos clients avaient tendance à oublier que les éléments qui construisent le bâtiment sont tout aussi importants. Hein. C'est près de 40, c'est plus de 40% de l'impact du bâtiment. Donc en fait, c'est justement ces éléments, que ce soit la dalle de moquette, mais les plafonds, le mobilier et tout ce qui va être dans le bâtiment, c'est du carbone incorporé et c'est tout aussi important que l'énergie qui va être utilisée dans l'opérationnel du bâtiment. Au sein d'Interface, la décarbonation est partie d'une conviction plutôt que d'une exigence législative. C'est cet instinct, suivi avec une méthodologie solide et des objectifs sur 30 ans, qui permettent à l'entreprise de valoriser aujourd'hui ses résultats. Avant de se quitter, nos experts partagent quelques conseils et recommandations. Quel que soit son secteur d'activité, Emmanuel Ledoux nous rappelle le nerf de la guerre. Oui, c'est la question supply chain, logistique.
qui, optimisé, peut avoir un très gros impact sur la décarbonation et d'ailleurs sur la circularité. Donc oui, rentrer par la supply chain, c'est un peu la mère des batailles en matière d'économie circulaire. Mais globalement aussi, travailler le scope 3 qui est scope 1, scope 2, c'est celui qu'on connaît de mieux en mieux. Le scope 3, forcément qu'on connaît moins, mais qu'on est amené que les entreprises sont amenées de plus en plus connaître, travailler sur leurs fournisseurs, les fournisseurs des fournisseurs, l'extraction. C'est un axe évidemment qui est aussi très intéressant. Mais ça, on progresse là-dessus sur la connaissance, les indicateurs. Je crois que la prise de conscience, elle se fait dans la douleur, mais elle est généralisée. Ce conseil est l'occasion d'un dernier appel théorique pour alimenter votre réflexion. En termes de neutralité carbone, il est possible d'agir à 3 niveaux, correspondant respectivement aux scopes 1, 2 et 3. Les 2 premiers scopes concernent les émissions directes de l'entreprise, le carburant consommé par les véhicules de fonction, ou encore l'énergie nécessaire à chauffer les bâtiments. Les émissions du scope 1 et 2 sont documentées dans les bilans carbone des entreprises concernées depuis 2012. Quant au scope 3, le plus vaste, il n'est obligatoire dans les bilans carbone en France que depuis juillet 2022 avec le décret BGES. Il concerne les sociétés soumises à la déclaration de performance extra-financière ou DPEF. Elles sont 3800 en France. Ce scope concerne toutes les émissions de gaz à effet de serre en amont et en aval de la fabrication du produit, les ressources consommées pour extraire une matière première ou encore celles du transporteur. Pour répondre aux exigences du scope 3, même lorsque l'on n'est pas concerné, on peut s'inspirer de toutes les bonnes initiatives présentées dans cet épisode. De l'analyse du cycle de vie d'un produit à la mise en place de scorecards, les solutions ne manquent pas pour s'engager dans la décarbonation. En cherchant à répondre aux critères du scope 3, vous conjuguerez économie circulaire et décarbonation. Arnaud Rive nous rappelle leurs interactions. La décarbonation fait partie de l'économie circulaire, mais pas uniquement. Et c'est justement là où il faut agir sur les différents leviers dont on s'est parlé, sur l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables, sur l'utilisation d'un scorecard pour vraiment analyser les différents critères de performance énergétique, sur le fait de supprimer le plastique et de travailler sur des éco-conceptions monomatériaux 100% carton, sur le fait de choisir plutôt des vernis barrières à la place de revêtements en PET. Donc ça, c'est vraiment un ensemble sur le fait d'optimiser la chaîne logistique, etc., etc. Donc la décarbonation fait partie de l'économie circulaire, mais elle doit rentrer en fait dans quelque chose de plus global. Enfin, pour que la décarbonation porte ses fruits, la collaboration en interne comme en externe est cruciale. Ainsi, les employés d'interface peuvent par exemple proposer des solutions pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. On laisse le mot de la fin à Michael Cornoux au sujet de la collaboration externe. Aujourd'hui, tous nos résultats, ils ont été possibles parce que nos clients et nos fournisseurs, entre autres, nous ont suivis. Le 100% recyclé, en 94, ça n'existait pas, la fibre polyamide recyclée. Tous nos fournisseurs disaient que c'était pas possible. Tous sauf un, alors ça va faire un peu Astérix, mais tous sauf un, qui est un fabricant italien qui s'appelle Aquafil. Et là, il s'est dit oui, je vais investir, je vais miser sur la collaboration interface Aquafil pour voir si on peut proposer une fibre 100% recyclée. Et si aujourd'hui on a tous nos produits recyclés, c'est parce qu'Aquafil a aussi investi. Donc il faut vraiment qu'on travaille. Il faut travailler avec ses investisseurs, il faut travailler avec ses fournisseurs, il faut travailler avec ses clients pour voir comment on peut arriver sur tout ça. Donc ça serait mon conseil. Merci d'avoir écouté Au cœur de la boucle, le podcast qui porte les voix de l'industrie circulaire. Si j'ai des conseils, d'une part, c'est être ambitieux. C'est-à-dire que le pourquoi nous ça a fonctionné, c'est parce que c'était plus aucune émission négative. C'était pas réduire de 10, 20 ou 30%. C'était vraiment radical, tout changer.